Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chers membres du gouvernement, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, chers honorables députés, Monsieur le coordonnateur du CEREGIAGI, Monsieur le représentant de l'UNFPA, les membres du Bureau Afrique, chers présidents, chefs de délégation du MPL des différents pays ici présents, chers partenaires, chers membres et sympathisants du MPL, honorables invités à vos grands grades ou protocoles respectés, mesdames et messieurs, caribou. Je suis heureux de prendre la parole devant vous au nom de tous les membres du MPL et en mon nom personnel pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Forum panafricain des leaders. Je remercie vivement le peuple comorien pour nous avoir gratifiés de son hospitalité légendaire. Dans cet ordre d'idées, j'adresse mes vifs remerciements aux membres du MPL de l'Union des Comores. Ils sont braves, c'est des hommes de terrain. Dans cette salle, je ne vois pas d'amis, mais je sais qu'actuellement, il est à l'aéroport pour accueillir d'autres délégations. Dans cette salle, j'aimerais remercier également Fauza, une femme de l'ombre, une femme battante, qui ne cesse de débourser son propre argent pour pouvoir au moins nous montrer cette légende d'hospitalité comorienne. J'aimerais également remercier Sultan. Je pense qu'il représente tout ce qui est à venir et de devenir de la jeunesse comorienne. N'eût été son impact journalistique, n'eût été son impact marketing communicationnel, peut-être qu'aujourd'hui nous ne serons pas là. Merci Sultan. Je veux remercier également en lui, je me rappelle très bien, en lui c'est le premier Comorien que j'ai vu. En 2018, nous avons organisé le forum au Sénégal, en 2018. À ma grande surprise, on m'a appelé à l'aéroport pour me dire qu'il y a un Comorien qui est là. Il est resté à l'aéroport, je pense, pendant 10 heures de temps. 10 heures de temps. Il est venu fatigué, mais cela prouve carrément qu'il a bien représenté l'Union des Comores. Aujourd'hui, s'il y a la 5e édition, je pense que c'est grâce à lui et toute son équipe. Juste son Excellence, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, son honorable député vice-président de l'Assemblée nationale, je pense que cette jeunesse comorienne mérite d'être aidée, mérite d'être appuyée, mérite d'être accompagnée. J'espère que mon message ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, parce que tout simplement, je sais pertinemment que la place que vous accordez à la jeunesse comorienne, c'est une jeunesse de qualité, c'est une jeunesse combattante et une jeunesse qui a une vision. Mais je pense également que cette jeunesse mérite parce que c'est l'avenir et l'avenir de l'Union des Comores. Et je suis persuadé qu'on va se retrouver au sommet, le rendez-vous du sommet, c'est qu'un jour on se retrouvera au sommet de l'Union africaine ou au sommet des Nations Unies. J'en suis convaincu. Mesdames et messieurs, j'aimerais également féliciter et remercier l'ensemble des partenaires ici présents, notamment le collectif Sorority. C'est des femmes entrepreneurs battantes qui ont eu à faire des choses
vraiment remarquable. Et je pense également leur présence ici montre leur attachement d'un retour en Afrique. Ils veulent retourner en Afrique parce qu'ils ont compris que l'avenir du monde est ici, là, dans le continent africain. Et c'est pour cela que j'aurais souhaité que vous ouvrez grandement vos portes afin qu'ils puissent au moins être partenaires techniques, également aussi avoir des projets au niveau de l'Union des Comores. C'est pourquoi ils sont ici, là, présents. Mais remerciements également à l'ensemble des partenaires des femmes battantes aujourd'hui qui aspirent à diriger la Guinée-Bissau. J'aimerais saluer Jennifer qui est aujourd'hui la présidente de la coordinatrice des jeunes leaders en Guinée-Bissau, également aussi la présidente de la coopération internationale de Guinée-Bissau. J'aimerais également remercier l'UNFPA qui a ménagé tout un effort pour nous soutenir, pour les toucher, tout ce qui est communication. Je pense que vous méritez amplement nos félicitations et nos remerciements. Mais le cadre de reconnaissance se tourne principalement vers son Excellence M. Azali Ansoumani, président de l'Union des Comores, président en exercice de l'Union africaine, pour les efforts inestimables mobilisés pour la tenue de ce rendez-vous de la jeunesse africaine et de la diaspora. J'espère que vous allez lui transmettre nos messages de félicitations et de remerciements, tout en lui disant qu'on a un cadeau pour lui et nous souhaitons le rencontrer parce que ce sera symbolique. Le président en exercice de l'Union africaine reçoit la jeunesse africaine dans son unité et dans sa globalité. Je pense que ce sera un symbole qu'ils peuvent lancer à tous les présidents d'Afrique pour leur dire que la jeunesse c'est l'avenir, la jeunesse c'est le devenir et la jeunesse mérite amplement d'être. Nous ne pouvons pas remercier également les responsables du gouvernement, notamment M. le ministre de la Jeunesse. Nous avons un écho favorable venant de la jeunesse. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, également, nous avons eu des échos favorables. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, pour le soutien que vous apportez à la jeunesse féminine et également à la jeunesse masculine. Je ne peux pas avancer sans remercier le céréalial, le coordonnateur du céréalial, parce que tout a commencé au Yali, le soir du 14 février 2017, où tout le monde allait fêter la fête de Saint-Valentin. Mais nous, Pita Afagola qui est ici présent, il y a Maki également qui est ici présent, on s'est enfermé dans une chambre pour pouvoir au moins réfléchir et mettre cela en place. Et ce que nous avons mis en place a fécondé, et cette fécondation a donné aujourd'hui la 7e édition du Forum panafricain de l'État. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la thématique de cette année portant sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, cet agenda qui reflète la manière dont l'Afrique entend réaliser un développement socio-économique inclusif et durable sur une période de 50 ans allant de 2013 à 2063. Et je pense que c'est opportun de savoir davantage sur cet agenda. L'évaluer sur le court terme 2013-2023, tout en montrant le rôle de la jeunesse africaine qui représente environ 70% de la population du continent dans l'atteinte des objectifs du agenda. Ainsi, durant 4 jours, les jeunes de divers horizons seront outillés sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, tout en déclinant le rôle pour l'atteinte des objectifs. Des échanges, des débats s'ensuivront à travers des panels, des ateliers, des exposés et des échanges pour discuter sur l'agenda 2063 afin d'en ressortir la quintessence de celui-ci. Également, naturellement, comme l'a dit le représentant de l'UNFPA, des recommandations qui seront publiées et adressées aux chefs de gouvernement
à l'Union africaine, les partis politiques, aux organisations régionales, sous-régionales, aux ONG d'Afrique et de sa diaspora. La jeunesse africaine est la clé d'une renaissance africaine. Elle est l'essence de l'agenda vers 63. Sans sa participation concrète, il serait difficile, voire impossible, de réaliser l'agenda. C'est pourquoi je pense qu'elle doit jouer un rôle déterminant la jeunesse afin de contribuer à réaliser celui-ci. Mesdames et messieurs, le MPL, notre panafricanisme, il est responsable et non violent. Il est légaliste et légitime. Notre panafricanisme est démocratique. Il est respectueux des institutions et des symboles de l'État. Notre panafricanisme est constructif, il est discipliné et ordonné. Le panafricanisme du mouvement panafricain des leaders est audacieux, visionnaire et pragmatique. Notre panafricanisme, c'est faire revenir au bercail les filles et les fils de l'Afrique afin qu'ils viennent investir en Afrique. L'exemple palpitant qu'on voit, c'est la présence politique sur les Notre panafricanisme, c'est l'éveil des consciences, c'est la formation, c'est la sensibilisation. Le panafricanisme du MPL, c'est la conscientisation, car, dit-on, il n'y a pas de pays sous-développés, mais plutôt des consciences sous-développées. Le travail doit être fait dans ce sens, conscientiser, afin qu'on puisse au moins prospérer, parce qu'on a tout ce qu'il faut en Afrique pour s'en sortir et se développer. Mesdames et messieurs, le MPL a pour vision d'implanter des leaders transformationnels dans tous les pays d'Afrique. Actuellement, on en sommes à 45. Ça nous reste 10 pays. C'est pourquoi on est venu pour la conquête de l'Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, en lui, nous facilite cela. Parce que le choix de l'Union des Comores est stratégique pour deux raisons. La première raison, c'est que le président en exercice de l'Union africaine, c'est le président de l'Union des Comores. La deuxième stratégie, si nous avons Comores, naturellement, on aura tous les pays environnants de l'Afrique de l'Est. Et je pense qu'avec Comores, on peut s'en sortir et pouvoir couvrir les 55 pays d'Afrique que nous voulons unir en un seul pays. Nous avons devant nous désormais une jeunesse consciente et conscientisante, une jeunesse éveillée et réveillée, qui surveille comme l'huile sur le feu les intérêts du peuple africain. Maintenant, rien ne peut se faire sans l'implication des jeunes. Les jeunes ont un rôle clé à jouer pour l'atteinte des objectifs de développement de leur pays. En tant que tels, ils doivent être à l'avant-garde de la prise de décision. C'est pourquoi en lui, dans son propos, il disait un avant-projet de loi portant un quota de 30% des jeunes dans les instances de décision. On ne peut pas comprendre qu'on représente 70% de la population et dans les instances de décision, on ne prend pas en compte l'avis de la majorité. Et pourtant, on peut le faire dans la mesure où, comme le Sénégal, il y a la parité 50% femmes, 50% jeunes. Mais cette parité, dans la constitution de l'Assemblée nationale, où j'étais assistant parlementaire, mais ça ne reflète pas forcément la vision de la majorité de la jeunesse. C'est pourquoi vous constatez que les jeunes se rebellent, parce qu'on ne prend pas en compte leur avis. Et pourtant, on le dit partout, dans toutes les tribunes, vous dites que tout le temps, vous êtes l'avenir, vous êtes l'avenir, vous êtes l'avenir. Ça, c'est dans les paroles, mais dans l'acte, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui les gouvernements ou l'Assemblée nationale de ratifier des avant-projets de loi afin d'inclure dans tous les postes électifs et nominatifs des jeunes? Nous avons des jeunes qui ont beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience. Si on les isole, cette jeunesse, s'il est mal gérée, ça peut être une bombe à retardement. Je pense qu'il devait avoir une démarche participative et inclusive des jeunes dans toutes les instances de décision. Je pense que ça doit être comme ça. Si une fois que ceci est réglé,
qu'on prend en compte la vie des jeunes, naturellement, l'avancement de l'Afrique, ce sera de façon exponentielle. Mesdames et messieurs, il y a un phénomène qui continue à attirer l'attention du MPL. Et pourtant, on l'a dit lors de la 4e édition du 3e édition du Forum panafricain des leaders en Mauritanie sur l'immigration clandestine. Hélas, on n'a pas pris compte de nos recommandations, nos avis, parce que c'est nous jeunes qui prenons le pirogue pour aller dans le continent américain. Et pourtant, nous jeunes, on s'est réunis pour dire que voici les solutions, voici les recommandations. Ces solutions et les recommandations, si vous les appliquez, peut-être on n'aura pas besoin d'aller prendre les pirogues. Est-ce que ces recommandations, ces solutions sont prises en compte? Je pense que non. C'est pourquoi, actuellement, ce que nous constatons, c'est que la migration irrégulière qui grandit de fil en aiguille en Afrique, et que nous constatons avec amertume que tous les jours, des milliers de jeunes Africains, dans les embarcations de force, quittent le continent par vagues de l'autre. L'océan Atlantique est devenu le cimetière de milliers d'immigrants africains qui s'y noient en tentant de gagner l'Europe. Ils laissent derrière eux familles, femmes, enfants, pour se lancer dans une aventure non seulement risquée, mais aussi incertaine. La jeunesse africaine, si ingénieuse avec ses bras si forts, disparaît dans les abîmes d'une mer qui dicte sa loi. Une prise de conscience africaine accompagnée de mesures fortes permettant aux jeunes gens de s'en sortir dans les pays respectifs et appelés de toutes nos vœux. De véritables curricula d'éducation à la citoyenneté doivent être inscrits dans les programmes scolaires et universitaires pour amener les jeunes plutôt qu'à partir vers l'inconnu, mais à rester pour se frayer un chemin dans nos pays afin de contribuer au développement de notre milieu qui est le continent africain. C'est aux États de favoriser les climats des affaires en commençant par soutenir les initiatives de création d'entreprises des jeunes. L'Afrique, c'est un beau continent. L'Afrique est notre fierté, l'Afrique est notre richesse. Nous pouvons rester chez nous, nous pouvons tout réussir en Afrique, car la jeunesse est une opportunité, on ne doit pas les laisser partir. Les jeunes doivent être compris par les autorités pour être des solutions et non des problèmes de la crise. Ce sujet de l'immigration doit être traité sans complaisance aucune. C'est pourquoi les MPL comptent organiser au premier trimestre de l'année 2024 à cheval entre Mauritanie et le Sénégal, afin de faire une assise sur l'immigration clandestine et naturellement inviter nos partenaires techniques dans cette réflexion. Mesdames et messieurs, je vais clore mes propos pour parler d'une situation qui arrose l'esprit du MPL. C'est les questions de visa dans le pays africain. Il faut qu'on en parle. Vous êtes tous d'accord que les frontières ont été tracées par les colons. Et ces colons, quand ils venaient, c'était juste la périphérie, sur les côtes, mais n'entraient jamais à l'intérieur. Ils ne connaissent pas nos cultures, ils ne connaissent pas nos traditions, ils ne connaissent pas nos civilisations. Ils ne savent pas qui est qui. Ils se sont réunis à Berlin, la conférence de Berlin, pour tracer sur un bout de papier et délimiter pour nous dire que chacun reste ici. Et pourtant, ces mêmes colons, que ce soit américains, chinois, français, ils peuvent venir chez nous sans visa. Mais combien de jeunes étudiants ici qui cherchent des visas pour aller étudier? Les résultats des bourses, ils n'ont pas de visa et ils perdent leur argent. Alors que nous, on est chez nous, on ne peut pas se déplacer librement chez nous.
Nous sommes en Afrique, nous sommes sur notre propre terre, la terre de nos ancêtres. Il ne faut pas avoir de restrictions, de déplacements dans les pays. C'est l'exemple de la Guinée-Bissau. On a organisé ce forum là-bas. Mais il y a certains gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas de visa, parce que le pays hôte n'a pas de représentant diplomatique dans ce pays. Mais comment on peut se développer dans ce sens? Alors qu'à l'Union africaine, à l'Union européenne, on peut traverser toutes les frontières sans pour autant être interpellé. Pourquoi ils le font? Parce qu'il y a une rentabilité économique. Si aujourd'hui nous voulons avoir le développement du continent, il faut gérer cette question des visas et que nous essayons d'avoir un accès libre dans tous les pays. Que le Sénégalais puisse se déplacer au Comores sans visa, que le Malien, le Mauritanien, le Togolais puisse se déplacer à Madagascar sans visa. Je pense qu'on peut le faire. Il suffit juste d'avoir cette volonté politique. Et je pense également aussi d'autres États commencent à le faire. C'est pourquoi aujourd'hui, solennellement, au nom du mouvement de MPL Afrique et l'ensemble des partenaires, nous allons mener ce combat afin que nous ayons une Afrique sans visa. Africa without visa. Africa without visa. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Et le message de la jeunesse a été bien noté.